Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 5e épisode de Relationnellement Vôtre, le 3e et dernier épisode de la série sur les besoins de notre être. Nous avons donc pu voir les besoins psycho-affectifs, les besoins spirituels, et aujourd'hui nous allons aborder en détail les besoins physiologiques, c'est-à-dire les besoins du corps, à savoir respirer, se nourrir, boire et manger, évacuer les déchets, donc aller aux toilettes, se reposer plus particulièrement, dormir, et pour finir, ce besoin de toucher et d'être touché qui en surprend plusieurs et qui pourtant est scientifiquement reconnu comme un besoin aussi important pour l'être humain que le besoin de se nourrir. Si mes souvenirs sont bons, la semaine dernière, en fin d'épisode, je vous avais promis une surprise pour l'épisode d'aujourd'hui. Autant ne pas faire durer le suspense plus longtemps, la surprise du jour s'appelle Dr Azadeh. Bonjour Dr Azadeh. Bonjour. Merci de me rejoindre pour cet épisode. Et oui, autant laisser un médecin vous parler des manières saines de combler vos besoins physiologiques et des risques auxquels vous vous exposez lorsque ce n'est pas le cas. Du coup, docteur, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un besoin physiologique ? Alors, le besoin physiologique, en fait, sont effectivement les besoins les plus essentiels, en fait, pour notre fonctionnement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le corps, pour notre fonctionnement de l'organisme, pour avoir des réactions normales, pour avoir une santé bonne, équilibrée. Et finalement, ce sont des besoins de survie qui sont liés à la nature humaine. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, respirer, se nourrir, dormir, etc., etc. Est-ce que la liste des besoins que j'ai pu évoquer vous semble exacte ? Oui, pas mal du tout. C'est vrai que ce qui m'a surpris aussi, c'est le contact physique. J'avoue que moi, j'avais pas ce détail-là, même scientifiquement parlant, mais j'essaie même de faire quelques recherches. Et en fait, moi, je tournerais plutôt vers le besoin d'amour, en fait. D'aimer et d'être aimé, qui est aussi finalement un besoin psychique, et c'est vrai qu'il s'exprime aussi sous forme physique, donc ça va de sens, hein. Mais c'est vrai que c'est un besoin qui est vital finalement chez tout être humain quand on y pense, parce que l'amour, c'est quand même la clé de la motivation. C'est ce qui donne l'envie de vivre, de créer, de se propulser, de propulser les autres. Donc au fond, ça revient effectivement à un besoin vital au même titre que celui de se nourrir. Et ça rejoint effectivement le précédent épisode, donc c'est super, vous confirmez. Merci Dr Azadeh. Il arrive pas de se laisser prendre dans le rythme du quotidien et de zapper certains besoins justement physiologiques en sautant des repas ou parfois même en oubliant de manger, en sacrifiant des heures de sommeil ou en faisant des nuits blanches. Ça peut aussi être en ne prenant pas le temps d'aller aux toilettes régulièrement dans la journée ou en n'ayant pas le temps d'avoir justement d'échanges avec d'autres personnes. Pourriez-vous nous dire quels sont les risques auxquels nous nous exposons lorsque nos besoins physiologiques ne sont pas comblés, que ce soit de manière volontaire ou non ? Eh ben, c'est vrai que notre mode de vie, malheureusement, ne nous aide pas à nous écouter un peu plus et à respecter un peu plus notre corps. Hélas. Très typiquement pour ce qui est de la privation de nourriture, bon, il est rabâché partout, hein, les 5 fruits et légumes par jour. Je vous assure que c'est pas une légende, hein. Et ça, je le répète très souvent à mes patients, surtout aux jeunes, les adolescents, qui viennent consulter pour une fatigue, pour un manque d'énergie, etc. Mais vraiment, moi, je leur dis, je vous le dis, mettez ça au défi. Essayez de faire ce petit exercice, ne serait-ce que sur une dizaine de jours, et vous allez voir, ça n'a pas une différence, vraiment. Au niveau de votre capital énergie, déjà, on le ressent. Et très souvent, je suis amenée à faire des prises de sang, et là, je vois bien qu'il y a des carences. Chez les jeunes filles notamment, avec la perte de sang, les règles évidemment. Oui. Il y a une carence en fer très souvent qui n'est pas compensée correctement par l'apport en viande rouge, en céréales, en lentilles, parce qu'il y en a quand même dedans, etc. Donc quand on ne vient pas combler les manques que notre corps a, on va sentir les conséquences. L'hydratation, tout simplement aussi, hein. Le fait de pas boire assez d'eau, alors que notre corps est quand même composé de 65% d'eau et qu'on en perd tout au long de la journée. Si on ne le comble pas, on va avoir des conséquences physiques. Quand on est en carence de protéines, de vitamines, de fer, etc., ou d'hydratation, on va sentir une fatigue qui devient un peu chronique. On va sentir ce manque de tonus et de concentration même. Quand il y a des carences en fer, on va avoir des pertes de cheveux, des ongles cassants, etc. Et des maux de tête, ne serait-ce que de ne pas assez boire en journée.
un des premiers symptômes de manque d'hydratation, ça va être les maux de tête. Il y aura un vieillissement prématuré de la peau, etc. Et aussi au niveau des articulations, c'est quelque chose qu'on va vraiment payer à long terme, y compris au niveau des produits calciques, qui est surtout au niveau pour les femmes, dont le capital osseux est très important pour contrer l'ostéoporose qui nous attend plus tard. Oui. Et quand on ne mange pas des produits laitiers, fromage, yaourt, etc., eh ben, c'est dès le jeune âge que le capital osseux se constitue. Et quand on arrive à l'âge où effectivement l'ostéoporose peut s'installer après la ménopause, etc., je dirais qu'il est même presque déjà trop tard de vouloir combler ce capital osseux qui n'a pas été garni. Donc, il y a toutes ces conséquences, même à long terme, qu'on va payer. Après, vous parliez aussi du sommeil. Alors ça, effectivement, il est recommandé à peu près 7 heures de sommeil pour un adulte. Or, la moyenne prouve qu'en France, il y a 1/3 des Français qui dorment moins de 6 heures. Wow. En fait, on est dans une société qui tend vers un sommeil en moins de nombre d'heures. On dort de moins en moins. Parce qu'on tend vers une société où le fait de s'arrêter, de se reposer, de prendre du temps, devient dépassé. On a toujours envie de faire des choses, on veut toujours avoir plus de temps, avoir des journées de 30 heures, hein. Surtout quand on est maman aussi, hein. Et on a une sollicitation aussi tout au long de la journée, une espèce d'hyperstimulation que l'on peut même pendant la nuit déclencher sans aucun problème avec tous nos écrans, nos smartphones, etc. On se réveille et tout de suite on va consulter. On prend pas le temps de se dire il faut que je me réendorme. Et ne serait-ce que, ça je le dis souvent aux jeunes aussi, de regarder l'écran avant d'aller se coucher, c'est très mauvais. Parce que finalement, ça provoque une stimulation cérébrale qui fait que l'insomnie s'installe. Donc, on a un mode de vie qui ne nous aide pas et il faut qu'on soit vigilant avec ça. Et le fait de ne pas justement avoir assez de sommeil va provoquer par la suite, d'après les études épidémiologiques, Oui. Le fait de dormir moins de 6 heures par jour s'associe à des risques plus élevés d'obésité, de diabète, d'hypertension, des problèmes cardiaques et évidemment avec des problèmes de somnolence dans la journée qui peuvent provoquer beaucoup d'accidents, y compris sur la route. Donc voilà, tout ceci est vraiment à prendre en compte. Le fait de pas s'écouter pour aller à la selle alors qu'il vient, déjà dès l'enfance, il y a une habitude. Normalement, il y a un horaire pour aller aux toilettes. Ah oui? Et si on ne respecte pas, il y a un horaire qui s'installe. Il y a vraiment, la plupart des gens ont un horaire, ils sont du matin, du midi ou du soir, et dès l'enfance, ça commence à s'installer. Et si on le respecte pas, et on voit beaucoup de gens, quand ils ont un métier qui ne leur permet pas, alors qu'ils avaient un transit régulier, que leur métier ne leur permet pas d'aller à heure régulière à la selle, par exemple, suite à ça, effectivement, ils vont commencer à développer vraiment des troubles, des ordres intestinaux, en fait, et auront du mal à récupérer ce rythme naturel. D'accord. Et bien sûr, ne pas aller faire régulièrement pipi aussi, ça va favoriser la présence de germes qui rentrent naturellement très souvent depuis le rectum dans le miette urinaire, en fait, surtout chez la femme, donc le trajet est très court entre les deux. Eh bien, le fait de faire pipi fait sortir ces germes régulièrement. Le fait de se retenir d'uriner va provoquer une multiplication de ces bactéries qui finalement va donner des infections urinaires à répétition. Ah oui. Quoi vous dire d'autre sinon, par rapport aux besoins affectifs, oui. On sait que c'est vrai qu'un enfant, ça aussi c'est quelque chose qui se profile dès l'enfance, bien sûr dans tout ce qui est d'ordre psychologique, c'est beaucoup plus jeune que ça se passe. Tout à fait. Un enfant qui a manqué de câlins et d'amour va être un enfant qui va s'accrocher encore plus aux parents et voudra s'accaparer toute l'attention des adultes autour. Et quand ce besoin n'est pas finalement satisfait, ça va créer des troubles psychologiques et des troubles de personnalité à âge adulte. Et un adulte qui a manqué d'amour sera même en incapacité parfois de se détacher de ce besoin qu'il voudra sans cesse chercher à combler. Parce qu'il y aura un manque en lui. Et il aura même du mal finalement à se livrer pleinement à d'autres activités plus créatrices, sociales ou culturelles. Et il peut même développer une dépendance à son entourage, à d'autres, que ce soit à ses parents, à ses amis, à son conjoint, sa conjointe. Et
ce qu'on décrit aussi et qui s'appelle une dépendance affective en fait, Mmh. à l'âge adulte avec tout le temps une crainte d'être abandonné par les autres. C'est super parce que là, en plus, vous êtes en train de me préparer le terrain pour de prochains épisodes. Merci beaucoup, docteur Azadeh. Il y a de quoi dire, hein. Du coup, par rapport aux risques que vous avez évoqués, ce sont du coup les risques lorsqu'on ne peut pas combler ses besoins de manière volontaire ou non, Mmh. mais il y a aussi des risques qui se présentent si ces mêmes besoins sont comblés d'une manière qui dégrade le corps, n'est-ce pas? Mmh. Oui, Quels sont tout ces à fait. risques? Alors, finalement, faut dire que, le corps humain, il est quand même bien fait. Même si on l'écoute pas, il va toquer à la porte, il va dire: «Hey, j'ai des besoins». Mmh mh. Et malheureusement, on peut être tenté finalement de les combler autrement ou même de tomber dans certaines addictions qui font que, ça nous anesthésie le besoin naturel. On a l'impression qu'on va bien et finalement, je veux dire, on peut très bien, quelqu'un qui effectivement est en manque de sommeil va avoir des symptômes d'irritabilité, des symptômes effectivement d'impatience et cetera et il voudra très naturellement se s'orienter vers des substances toxiques, hein, des drogues douces, des drogues un peu plus dures, etc. Mmh. Donc, il y a des choses que le corps va réclamer et qu'on va vouloir peut-être, avec des solutions de facilité, combler. Mais malheureusement, le corps humain, il n'est pas fait non plus pour ce genre de substance. Donc, on va plus le dégrader qu'autre chose en pensant qu'on est en train finalement d'aller bien, d'aller au mieux. Il y a aussi tout ce qui peut être, on a parlé de privation quand il y a un manque, mais ça peut être dans le sens inverse malheureusement, dans le cas des excès. Oui. Quand on mange mal, tout simplement, ou quand on a aussi parfois, malheureusement, des troubles en fait alimentaires, comme la boulimie ou autre. Mmh. Et le fait de pas respecter ce que le corps lui a besoin dans ses portions, je dirais même, du coup, tout ce qui est bon et qu'il a besoin en excès va être bien sûr nocif et toxique. On connaît tous hein, la chanson hein, ne pas manger trop sucré, ne pas manger trop salé, ne pas manger trop gras. C'est vrai. Mais effectivement, tout ceci a des conséquences. On le voit bien qu'en Europe, effectivement, la population tend vers une obésité comme aux États-Unis, Oui. que les enfants sont de plus en plus obèses, qu'il y a le diabète qui se développe de plus en plus, et surtout chez les enfants, Mmh. vers l'âge de 10-11 ans. Hein. Et ce sont vraiment les conséquences de la manière dont on mange, parce que la plupart des choses qu'on achète dans le commerce sont très, très, très sucrées. Et il y a une addiction même au sucre. Donc le soda, typiquement, les jeunes qui très facilement vont se boire des canettes hyper sucrées de soda, y compris les jus de fruits, hein, ceux dans le commerce sont très très sucrés. Oui. Eh bien, évidemment, il y a une espèce d'addiction même qui s'installe et qui fait que on a l'impression de pas avoir une tonus nécessaire si on n'a pas bu sa canette ou son jus de la journée. Et malheureusement, tout cela fatigue extrêmement le pancréas, qui lui sécrète de l'insuline. Et qui lui, effectivement, va après, en étant fatigué, va provoquer le diabète, etc. Il y a plein d'autres choses que je pourrais en dire, bien sûr. Les problèmes de cholestérol, les problèmes d'hypertension artérielle aussi à cause de manger trop salé. Tous les troubles digestifs aussi hein, que ça peut provoquer. Hein. On parlait aussi que c'était un des besoins naturels de l'être humain, d'éliminer correctement. Oui. Et il y a des aliments qui typiquement vont tendre vers la constipation. Et ce sont les aliments qu'on va manger le plus parce que ils sont très simples de préparation et pas chers non plus dans le commerce, faut le dire. Tout ce qui est pâtes, pommes de terre, riz, etc. Oui. C'est beaucoup plus pénible d'éplucher des légumes et de les préparer, c'est beaucoup plus long. Et pourtant, le transit en a besoin. C'est vrai. En tant qu'experte du domaine médical, quels conseils, quelles astuces donneriez-vous à nos auditeurs pour les aider à combler leurs besoins physiologiques et biologiques d'une manière saine et appropriée à leur être? Mhm. Mhm. Alors, c'est vrai que l'activité physique, elle est vraiment importante. Pas que physiquement, mais même psychologiquement. C'est vraiment prouvé. Il y a un lien pour les deux. Alors. Et l'activité physique, effectivement, marcher, faire au moins une demi-heure de marche par jour, pouvoir s'inscrire hein,
à certains sports, avoir une activité aussi qui devient vraiment un hobby, va évidemment améliorer le mental, mais aussi le système cardiovasculaire. Et ça va effectivement augmenter la longévité et diminuer l'obésité. L'alimentation, je vous en parlais tout à l'heure et je le répète, évidemment, faire ces 3 repas par jour, et ça je le dis sans cesse, surtout aux plus jeunes, aux adolescents, qui sautent leur petit déjeuner, très très mauvais. Le cerveau en a vraiment besoin. On a besoin dès le matin pour avoir sa ration de sucre lent, de sucre rapide, pour être opérationnel dès le matin pendant les cours. Et avoir son apport de produits calciques à chaque repas par rapport à ce capital ou ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'hydratation, vraiment ne pas négliger de boire 1,5 litre à 2 litres par jour, en sachant qu'après on peut confondre toutes les boissons, hein, mais surtout de l'eau, hein, j'insiste. Oui. Hein. Évitons les sodas, pas trop de caféine, pas trop de théine, etc. C'est des excitants et c'est additif. Et ça, évidemment, ça va augmenter la capacité vraiment de concentration intellectuelle et de vitalité. Les fruits et légumes, je le répète, les 5 dont je vous parlais aussi tout à l'heure, ça va donner vraiment, on sera moins malade. Les gens sont vraiment moins malades. La vitamine C dans les fruits d'hiver, je veux dire, la nature elle-même, elle est bien faite. Elle nous apporte les fruits saisonniers dont on a besoin pour la pénibilité de la saison qui va avec, justement. Hein. Et tout ce qui est vitamine C dans l'orange, clémentine, kiwi, c'est l'hiver et ça lutte contre les infections hivernales. Combien pendant la crise de Covid, il a été dit comme médicament, il faut presser de la vitamine C. Donc, et éviter effectivement trop de sucre et trop de sel. En ce qui concerne le transit, comme je disais tout à l'heure et je le redis, c'est vraiment avoir sa portion de légumes, de crudités, de salade. L'idéal d'une assiette, c'est vraiment 2 tiers de légumes et 1 tiers de féculents et pas l'inverse. En général, on fait toujours l'inverse. C'est pas faux. Et l'hydratation aussi, d'ailleurs, va lutter contre la constipation. Hein. Oui. Et le fait de beaucoup boire et d'aller faire pipi, ça va lutter contre les infections urinaires à répétition. Et pour ce qui est du sommeil, les 7 heures par jour chez les adultes, c'est beaucoup plus chez les enfants, mais alors une astuce très importante, je le dis souvent aussi aux étudiants qui négligent ce temps de sommeil. Le fait de dormir assez le soir, quand ils sont très stressés par leurs études, par exemple, ça peut être un motif de pas assez dormir. Il y en a qui sont très consciencieux, qui vont beaucoup bosser, c'est très bien. Mais il faut savoir que tout ce que l'on a emmagasiné comme information, comme apprentissage, pour que ça porte vraiment son fruit le lendemain. Il faut que le cerveau ait eu son quota de sommeil parce que c'est pendant le sommeil que le cerveau va réorganiser tout ce que on aura appris durant la journée. Et en fait, il va le réorganiser pour mieux le restituer, justement, lors des examens, etc. Donc, ça va jusque-là. Ça va vraiment dans notre efficacité diurne, en fait, hein, quand on respecte son mode de vie. Et puis, quoi vous dire de plus sur l'amour, aimer et être aimé. C'est vrai que beaucoup de gens sont seuls. C'est ça aussi qui est très triste. Il y a des gens qui sont seuls, qui ne l'ont pas forcément choisi. Et dans ce cadre-là, quand même, je pense qu'il y a pas mal de possibilités de se rallier à des clubs, justement à s'inscrire dans des clubs de sport, etc. Et d'essayer aussi de faire cet effort d'aller vers l'autre. D'élargir son réseau en fait social. Malheureusement, de nos jours aussi, les réseaux sociaux font que beaucoup restent derrière leur écran et ont beaucoup de contacts virtuels. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le contact physique vraiment aussi, hein, il est important. On l'a vu aussi avec le Covid, hein, à un moment donné, on avait besoin de se voir physiquement. Même beaucoup de patients que j'avais qui étaient ravis au départ d'être au télétravail, au bout d'un moment, ils en avaient marre. Ils avaient besoin de contact humain, ils avaient besoin d'une vie sociale. L'être humain n'est pas fait pour rester seul. Donc, je crois qu'il y a toujours des astuces aussi pour aller vers les autres, pour aller vers un voisin, etc. C'est aussi une disposition de cœur, une disponibilité qu'on doit avoir et se donner les moyens d'avoir. Et ne pas toujours attendre que l'autre vienne vers vous, mais aussi avoir une certaine confiance en soi pour aller vers l'autre, quitte à ce que on puisse aussi aller voir des psychologues ou des psychiatres pour essayer de travailler un peu ce relationnel, parfois qui peut être un réel blocage en fait. Effectivement.
Merci beaucoup, Dr Azadeh, pour vos éclairages et vos précisions sur nos besoins physiologiques. Au plaisir de vous avoir avec nous éventuellement sur un prochain épisode. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Kelly. À la prochaine. À la prochaine. Dans les précédents épisodes, en plus de parler des manières de combler nos besoins et des risques auxquels nous nous exposons lorsqu'ils sont comblés d'une manière inadaptée à leur nature, je vous ai donné quelques exemples des bienfaits de ces besoins comblés dans vos relations. Eh bien, pour les besoins physiologiques, il y a un impact sur la santé et le bien-être physique. Donc, par effet domino, des bénéfices peuvent se retrouver dans vos interactions avec les autres. L'un des premiers bienfaits relationnels d'écouter son corps et en satisfaire les besoins, c'est que ça contribue à la santé physique et comme le disait le docteur Azadeh, ça favorise la longévité. Ne serait-ce pas beau de voir vos enfants grandir, de passer du temps avec vos petits-enfants et pourquoi pas vos arrière-petits-enfants ? Une fois les besoins comblés, les signaux d'alerte du corps sont éteints. Vous pouvez donc dire au revoir à l'irritabilité, à l'agacement et accueillir favorablement les sollicitations extérieures. Les bienfaits sur vos relations lorsque vos besoins de boire et de manger sont comblés, c'est que vous aurez l'énergie nécessaire pour faire des activités. Le cerveau et les muscles ayant le carburant dont ils ont besoin, vous avez l'embarras du choix entre les activités plutôt physiques ou plutôt cérébrales. Avoir son compte de sommeil améliore l'attention, la concentration et la mémoire. C'est nécessaire si vous voulez avoir des discussions intéressantes avec les autres, n'est-ce pas ? Ça l'est d'autant plus si vous voulez retenir ce que votre conjoint, vos enfants, un ami, une amie, un collègue, une collègue vous dit. Et un dernier exemple des bienfaits relationnels de combler sainement vos besoins, eh bien, c'est de pouvoir donner l'exemple à vos enfants en leur transmettant de bonnes habitudes. Vous pouvez communiquer avec eux, installer un espace de confiance, de dialogue sans tabou dès leur plus jeune âge pour leur apprendre à reconnaître leurs besoins physiologiques et à les combler de manière adaptée. Voilà, on arrive à la fin de ce 5e épisode qui nous rappelle combien il est important de prendre soin de notre corps. Prendre soin de vous, qu'il s'agisse du plan corporel, du plan spirituel ou du plan psychologique, est indispensable si vous voulez savoir comment prendre sainement soin des autres et surtout si vous voulez développer des relations saines. Toute forme de déséquilibre dans la manière de combler vos besoins fondamentaux à titre personnel risque d'introduire de la toxicité dans vos relations. L'équilibre est fondamental pour rester en bonne santé physique, psychologique, spirituelle et relationnelle. On nous dit souvent que pour être bien dans nos relations en évitant de passer pour une personne égoïste, égocentrique ou narcissique, il faut toujours faire passer les autres avant soi. Mais est-ce vrai et est-ce valable en toute situation ? C'est ce que j'aborderai dans le prochain épisode. Si vous êtes abonné, on se retrouve dans l'espace qui vous est réservé. Et si ce n'est pas encore votre cas, sachez qu'il vous suffit de vous inscrire sur le site au www.relationnellementvôtre.fr en cliquant sur « Je m'abonne à la newsletter » ou en remplissant directement le formulaire qui s'affiche en pop-up. Vous aurez accès aux bonus de la semaine ainsi qu'à ceux des épisodes précédents. Voilà, je me tais pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine. Relationnellement vôtre.